Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation qui m'a surpris et m'honore. Merci pour l'accueil. Je pense que ça a été filmé parce que j'aimerais bien montrer cette scène à mes étudiants qui ne réservent jamais ce type d'accueil aux professeurs, alors qu'on n'a même pas parlé. Enfin, être applaudi sans avoir parlé, c'est... Bon, alors, je sais que vous n'êtes pas un parti marxiste, et je crois même savoir que si Marx était là, il exprimerait son mécontentement à chaque fois que votre président prend la parole. Et d'ailleurs, l'anagramme de Guillaume Lacroix, c'est Marx, Gueula, illico. Non, non. Bon. Non, non, non. Non, c'est un hasard, hein. Je sais que vous n'êtes pas non plus un parti gaulliste, mais j'ai quand même commencé par citer le général de Gaulle, qui, dans le discours qu'il a prononcé le 4 septembre 1958, présentait la constitution de la Ve République et invitait le peuple à s'en faire un bien commun. Et voilà ce qu'il dit. C'est un temps où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple, pour la première fois, recourut à la République. La République, poursuit-il, est la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté et l'espérance de la justice. Alors la res publica, en effet, c'est un milieu commun sans lequel les hommes ne vivent pas plus que les poissons en l'absence d'eau. Mais ce milieu commun n'est pas au milieu, il n'est pas non plus commun au sens de ordinaire. Il est plutôt ambiant, ce qui est le propre d'un milieu, et en un sens, il est sacré ou il est transcendant, comme dirait sans doute Régis Debray. Je n'ai pas les compétences qui me permettraient d'énoncer devant vous tout ce qu'implique le fait de vouloir faire vivre la République comme un bien commun, mais il me semble que parmi toutes les exigences qu'il faut prendre en considération, il y a celle-ci. Dans la République, la connaissance, les connaissances, notamment les connaissances scientifiques, doivent pouvoir circuler à l'air libre, se répandre, s'enseigner sans rencontrer d'obstacles idéologiques, religieux ou politiques. C'est une affaire de cohérence, de simple cohérence. La République a quelque chose de républicain au sens où elle est affaire publique, et la République, à défaut d'être elle-même savante, accorde à la connaissance une valeur propre et spécifique, une valeur qu'elle possède du seul fait qu'elle est une connaissance, indépendamment des implications ou des applications qu'elle peut avoir. Et donc il me semble qu'il y a une sorte d'intrication entre l'idée de République et la notion de connaissance. Cette intrication relève de ce que Bergson appelait la politesse de l'esprit, cette sorte de souplesse intellectuelle qui rapproche les hommes entre eux. Je le cite, la politesse sous toutes ses formes, politesse de l'esprit, politesse des manières et politesse du cœur, nous introduit dans une république idéale, véritable cité des esprits, où la liberté serait l'affranchissement des intelligences et l'égalité un partage équitable de la considération. Fin de citation. Il dit lui-même que c'est une conception idéale de la République, mais dans la pratique, la République, en tout cas la française, c'est un lieu qui est douloureux intellectuellement, puisqu'on entend dire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, toutes les connaissances, toutes les croyances ne sont pas les mêmes. Donc la République, c'est un lieu difficile à vivre, parce qu'on y est constamment contredit, à la fois dans ses croyances, dans ses préjugés, dans ses connaissances, dans ses affects. Et donc, voilà, la République, elle est entre cette République idéale que définit Bergson et puis le fait qu'on ne doit pas se séparer sous prétexte qu'on n'est pas d'accord. J'y reviendrai. Alors, De Gaulle, quand il dit cela, parle du peuple et de ce qu'il appelle la souveraineté du peuple. L'une des idées que défendaient les Lumières était justement que la souveraineté du peuple se heurte à une limite qui est précisément celle de la vérité, sur laquelle cette souveraineté du peuple n'a pas de prise. Il y a un philosophe des Lumières que vous connaissez sûrement, qui est David Hume, qui écrit en 1742 « Même si le genre humain tout entier concluait de manière définitive que le soleil se meut et que la terre demeure en repos, en dépit de ces raisonnements, le soleil ne bougerait pas d'un pouce de sa place et ses conclusions resteraient fausses et erronées à jamais. » Ce qu'il dit là, c'est que finalement la vérité ne saurait relever d'un vote. Mais, et c'est là que les choses deviennent intéressantes en démocratie, c'est aussi cette indépendance de la vérité qui protège l'autonomie de l'individu,
puisque celui-ci peut toujours, face au pouvoir, se réclamer du vrai. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, il est évident que le statut de la science et des techniques est devenu ambivalent. Alors, ce serait trop long d'expliquer tout cela, mais pour le dire de façon caricaturale, dans sa version idéalisée, la science continue d'être le socle officiel de la société, en remplacement de l'ancien socle qui était religieux. Je parle là encore d'idéal. Pour le dire de façon encore plus caricaturale, sur nos paquets de cigarettes, il est écrit non pas que fumer déplaît à Dieu ou compromet le salut de notre âme, mais que fumer tue. Cela prouve... Non, c'était une citation. Hein. Cela prouve qu'un discours scientifique portant sur la santé du corps a fini par détrôner un discours théologique qui aurait porté, lui, sur le salut de l'âme. Mais l'ambivalence dont je parle vient du fait que dans sa réalité pratique, eh bien, la science est questionnée comme jamais. Elle est remise en cause, elle est l'objet d'une méconnaissance effective, et elle est aussi soumise à toutes sortes d'attaques, dont certaines sont légitimes, d'ordre philosophique, économique ou politique. Et c'est surtout de cette méconnaissance effective dont je voudrais vous parler. Je ne suis pas du tout en train de défendre une conception scolaire de la démocratie. D'abord, c'est impossible de demander à tout citoyen de connaître l'immunologie, la virologie, la physique nucléaire, la climatologie, savoir définir un OGM, une cellule souche, où sont les ondes gravitationnelles, ce qu'est un quark. Bon, personne ne peut faire ça. D'accord ? Simplement de considérer qu'une société démocratique mûre doit être capable de discuter, de débattre du type de compagnonnage qu'elle souhaite effectuer avec les nouvelles technologies. Et moi, j'observe, en tant que simple citoyen qui écoute de temps en temps la radio, que sur ces questions-là, il y a une très forte décorrélation entre la militance et la compétence. C'est comme si le fait d'être militant, alors quand je dis militant, c'est pour ou contre, pro ou anti, permettait de se dédouaner de l'obligation de s'instruire de ce à propos de quoi on a une opinion tranchée. C'est comme si le fait d'avoir une opinion était le contraire de se forger une opinion. Il suffit de dire qu'on est contre le nucléaire ou pour le nucléaire pour ne plus avoir besoin de dire ce qu'est le nucléaire. Pareil pour la 5G, pareil pour les vaccins, pareil pour les OGM et tous les exemples que vous pouvez imaginer. Et je sais qu'il y a quelque temps, vous avez reçu Axel Kahn, peut-être dans une réunion de ce type-là. Et il se trouve que quelques jours avant qu'il apprenne qu'il était condamné par sa maladie, je l'ai croisé dans la rue, on était voisins, il marchait très vite, vous savez, il parcourait Paris à pied, il marchait à 6 km/h. Et je l'ai suivi, enfin j'ai essayé de le suivre. Pendant 1 heure, on a discuté. On a discuté de ça, de la démocratie et connaissance. Et à la fin de cette discussion, il m'a dit, tu vois, Étienne, nous les scientifiques, on a foiré. On a foiré. C'est-à-dire qu'on s'est laissé tromper par l'efficacité apparente de la vulgarisation. Quand on fait de la vulgarisation, on a vraiment, comme j'en ai fait pendant très longtemps, on a l'impression que ça marche. Il y a des gens qui lisent les livres, qui posent des questions intéressantes, qui montrent qu'ils ont compris les livres. Ils viennent aux conférences, posent des questions intéressantes, et on a l'impression que ça marche. Sauf qu'on est victime de 2 biais terribles. Le premier, c'est que la vulgarisation ne fonctionne qu'auprès des gens auprès de qui la vulgarisation fonctionne. C'est-à-dire qui viennent, c'est-à-dire pas grand monde par rapport au grand public. Et deuxièmement, on est victime aussi d'un biais qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire qu'on ne touche que les gens qui ne gardent pas un souvenir traumatique des cours de sciences qu'ils ont reçus à l'école ou au lycée. Et donc, ça fait au final une proportion très très faible du public. Et je vais illustrer cela par les leçons qu'on peut tirer de la pandémie et notamment de la façon dont on a mis en scène médiatiquement la science et la recherche. Et c'est là que j'ai compris que les biais cognitifs dont j'ai parlé étaient très puissants et je m'étais moi-même trompé sur l'efficacité de la pédagogie ou de la vulgarisation. On a eu une occasion historique d'expliquer jour après jour,
en temps réel ce qu'est la science, ses méthodes, ses résultats, ses avancées, ses échecs, ses biais, parce que les gens étaient intéressés, inquiets, et étaient à l'écoute de tous les discours qui pouvaient être tenus sur le sujet. Ça a été un peu fait au début. Je me souviens d'une conférence de presse du 28 mars 2020 où le Premier ministre, le ministre de la Santé et des chercheurs ont expliqué pendant 2 heures et demie ce qu'on savait et ce qu'on ne savait pas. Et c'était très, très pédagogique. Et on aurait pu avoir là l'occasion d'expliquer les méthodes de la science qui ne sont pas les mêmes selon qu'on est biologiste, physicien, théoricien, sociologue ou autre. Mais au moins, on aurait pu expliquer, s'agissant des traitements, par exemple, ce qu'on appelle un essai en double aveugle, ou bien un essai randomisé. On aurait pu expliquer pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation et causalité, alors qu'elles n'ont cessé par la suite d'être amalgamées. C'est comme si je vous disais qu'en général, après la pluie, on voit qu'il y a des grenouilles, et que vous en déduisez qu'il a plu des grenouilles. Voilà. C'est un peu ce type de raisonnement qu'on a entendu en de multiples occasions. On aurait pu aussi expliquer ce qu'est une exponentielle. Le mot exponentielle est devenu un mot du langage commun, mais on n'a jamais pris le temps d'expliquer ce qu'est une exponentielle. Au point qu'on peut entendre parfois en écoutant une radio. J'ai entendu l'autre jour, l'exponentielle va bientôt atteindre son point d'inflexion. J'ai entendu la courbe menace de devenir exponentielle. Donc ça veut dire on peut devenir exponentielle. J'étais pas au courant. Pourtant, j'ai fait un peu de mathématiques et le mot est devenu maintenant synonyme de fonction dont la valeur est très grande et qui croît rapidement. Or, vous savez qu'une exponentielle, au début, ça croît tout doux. Mais c'est quand même une exponentielle. On aurait pu aussi expliquer ce qu'est un pourcentage et pourquoi parfois les statistiques sont contre-intuitives. Quand on dit par exemple qu'un vaccin ou un test est efficace à 95%, qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne l'explique. Et pourquoi on ne se sert pas du fait que l'actualité a une composante scientifique pour faire de la pédagogie? Au lieu de ça, on a créé des controverses parfois artificielles, parfois prématurées, à propos de questions dont nous ne connaissions pas les réponses, parce que la recherche n'avait pas encore conclu. Et donc on invitait des chercheurs qui disaient à votre question, je dois dire que je ne sais pas répondre, ou nous ne savons pas répondre. Et les chercheurs qui parlaient de cette façon étaient médiatiquement détrônés par des gens qui faisaient semblant de savoir ce que personne ne savait. Et donc il y a une prime qui était donnée à l'arrogance. D'autre part, on a confondu de façon presque systématique la science et la recherche, qui sont deux choses évidemment qui ne sont pas étrangères l'une à l'autre, mais qui ne se confondent pas. La science, c'est un corpus de connaissances, pas forcément des choses absolument vraies. On sait qu'il y a une histoire des connaissances. Mais ce sont, considère-t-on, les bonnes réponses à des questions bien posées, que vous pouvez critiquer, contester, à condition d'avoir des arguments scientifiques pour le faire. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, la Terre est ronde, c'est ce qu'on dit, mais moi je ne le sens pas. Non, ce n'est pas un argument. Mais ce corpus de connaissances qu'on appelle la science, il est par nature incomplet. Nous savons que l'atome existe, mais nous nous posons des questions à propos de l'atome. Nous savons que les espèces vivantes évoluent, mais nous nous posons des questions dont nous ne connaissons pas la réponse sur l'avenir de la biodiversité. Nous savons que l'univers est en expansion, mais nous ne savons pas dire quelles furent les phases primordiales de l'univers. Et c'est pour cela que nous faisons de la recherche, pour répondre à des questions dont personne, pas les scientifiques et encore moins les autres, ne connaissent les réponses. Donc vous voyez que le doute a à voir avec la recherche. Le doute, c'est le moteur de la recherche. C'est en même temps son combustible, parce qu'à mesure que les questions trouvent des réponses, le doute va se transfuser dans d'autres questions nouvelles. Mais comme on a confondu la science et la recherche en permanence, on a fait comme si l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche venait coloniser l'idée même de science. Avec ce raccourci, la science c'est le doute.
Mais alors si la science c'est le doute, et si en plus je vois qu'à la télévision les experts ne sont pas d'accord entre eux, pourquoi moi, citoyen normal, je ne pourrais pas, à partir de mes connaissances, de mes croyances, de mon ressenti, de mon bon sens et de mes préjugés, dire ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui semble faire controverse parmi les spécialistes. Donc on a ainsi créé une énorme confusion qui a des effets tangibles. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport du Conseil économique et social qui montre qu'en France, à la différence des pays européens, le crédit des scientifiques, la confiance qu'on a dans la parole des scientifiques a chuté de 20%. Ensuite, en France, beaucoup plus qu'ailleurs, on a personnalisé le débat. On a invité des gens qui disaient « je ». Mais un scientifique, c'est pas quelqu'un qui dit « je ». Un scientifique qui parle, normalement, doit dire « nous savons que ». C'est pas moi qui pense que c'est. Nous savons que c'est un travail collectif, la science. Karl Popper, grand philosophe des sciences, disait « la science, c'est la collaboration amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir ». Donc faire de la science, c'est se poser une question, faire de la recherche pour trouver des réponses. Une fois que les résultats sont obtenus, l'honnêteté du scientifique consiste à présenter ces résultats à d'autres scientifiques qui se posent des questions semblables et mènent des travaux analogues. On ne lui demande pas de sortir de la condition humaine. On ne lui demande pas de ne pas se tromper. On ne lui demande pas d'être objectif. Personne n'est objectif. Tout le monde se trompe. Et donc, c'est à partir de ces discussions, qui peuvent durer très longtemps, qui peuvent être violentes, qu'au bout d'un temps qui peut être très long, pour l'atome, ça a pris 2500 ans quand même. Hein. Entre l'idée d'atome et la preuve qu'il existe, 2500 ans de discussion. Mais à la fin, on a fait parler un bout du réel, et on peut dire, nous savons que. C'est pas moi qui sais, c'est nous savons que. Le nous est important. Ça, c'est la science, nous savons que. Et puis la recherche, c'est et nous nous demandons si. Et nous nous demandons si. Donc il y a des questions dont les réponses ne sont pas connues et qui motivent notre activité de recherche. Et enfin, on a vu se déployer à très grande échelle des biais cognitifs qui étaient connus avant. Par exemple, un philosophe anglais qui s'appelle Bernard Williams, qui est mort il y a quelques années, avait publié en 2006 un livre qui m'avait paru correspondre à une description parfaite de ce que sont les sociétés dites postmodernes. Être postmoderne, c'est croire au progrès, mais sans illusion. On perd l'illusion, on perd les grands récits. Et ce philosophe qui s'appelle Bernard Williams donc, a publié un livre traduit en français sous le titre « Véracité et vérité ». Et ce qu'il a cru voir, et je pense qu'il avait raison, c'est que nos sociétés sont parcourues par deux courants de pensée, contradictoires l'un avec l'autre, mais qui, par un mécanisme un peu pervers, au lieu de s'annuler mutuellement, de se combattre, se renforcent mutuellement. Le premier courant de pensée, dit-il, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Nos sociétés sont éduquées, formées, informées, et le désir de véracité, c'est le souci de ne pas être dupe, de ne pas être dupe des discours officiels, des discours de l'élite, parce qu'on pense que ces discours pourraient être dits non pas parce qu'ils honorent la vérité ou la respectent, mais parce que ceux qui les disent ont intérêt à les dire. Et donc ce désir de véracité, il est évidemment parfaitement sain, en démocratie et même ailleurs, même si dans ses formes les plus extrêmes ou radicales, il conduit aux théories du complot. Mais ce désir de véracité qui normalement devrait servir l'idée de vérité, puisque ce désir de véracité devrait conduire à ce qu'on identifie la vérité. Ce que montre Bernard Williams, c'est que c'est tout le contraire. C'est que ce désir de véracité vient défaire l'idée qu'il y a des vérités démontrées. Pourquoi ? Parce qu'elle installe dans la société un esprit critique généralisé qui vient affaiblir l'idée même de vérité. Par exemple, si on vous présente une vérité, vous demanderez si cette vérité n'est pas relative, contextuelle, éphémère, instrumentalisée, relative, factice, etc. Et donc il y a là une sorte de contradiction qui fait que les discours institutionnels, politiques ou scientifiques désormais,
eh bien, sont remises en cause pour des raisons légitimes, de sorte que chacun peut se dire compétent à sa façon. Compétent à sa façon. Et donc, on peut avoir un avis sur toutes les questions que j'évoquais tout à l'heure ou sur d'autres, un avis parce qu'on estime qu'on n'est pas moins compétent que les autres pour se prononcer sur cette question. Et donc, on a vu, alors à grande cadence, des biais cognitifs qui sont très bien connus des psychologues et des gens qui travaillent dans les neurosciences. Bon, le plus simple, c'est ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme. C'est un nom compliqué, je suis désolé. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient d'un dicton latin qui a été énoncé par Pline l'Ancien, l'historien, qui raconte qu'un jour il est allé rendre visite au peintre le plus célèbre de l'époque, qui s'appelait Apelle. Donc il a rendu visite à ce peintre dans son atelier et il s'est fait accompagner de son cordonnier. Et évidemment, dans l'atelier, il y avait des tableaux qui représentaient des personnages. Et le cordonnier n'a pas tardé à remarquer que les sandales qui étaient peintes là n'étaient pas peintes de façon très conforme à la réalité. Je rappelle que c'était le 1er siècle après Jésus-Christ, donc bien avant le surréalisme. Et donc il a fait une remarque au peintre, et le peintre a corrigé son tableau. Il a corrigé son tableau, en tenant compte des remarques du cordonnier. Et le cordonnier flatté s'est enhardi, et s'est mis à critiquer la façon dont le peintre avait peint les chemises ou les tuniques. Et là, le peintre s'est un peu fâché en disant « Le cordonnier doit s'arrêter au rebord de la sandale ». Ce qui donne en latin « sutor ne supra crepidam », qui donne le crépidarianisme, c'est-à-dire on ne parle que de ce qu'on connaît, et l'ultra-crépidarianisme, ça consiste à parler de choses qu'on ne connaît pas. Ce qui est une très bonne chose. Quand j'ai utilisé ce mot, on m'a reproché d'avoir un discours élitiste. Pas du tout. L'ultra-crépidarianisme, c'est très important pour fonder un lien social dans une république. Quand vous allez au café avec vos amis, vous discutez de tout, et pas seulement des sujets pour lesquels vous avez passé une thèse de doctorat. D'accord ? Donc la République, ça donne le droit à quiconque de parler de ce qu'il veut, quitte à être corrigé par d'autres qui en connaissent un peu plus. Et c'est ainsi que les opinions, les croyances, les connaissances évoluent. Donc, il ne s'agit pas du tout de critiquer l'ultracrépidarianisme. Simplement, quand il s'agit de science, ou pire, quand il s'agit de recherche, c'est-à-dire quand il s'agit de questions dont personne sur Terre n'a les réponses, ni les scientifiques, ni les autres, ce n'est pas la peine de la ramener. Voilà. C'est-à-dire, bon. Vous pouvez toujours me dire, me donner votre avis sur le fait que la symétrie SU3 et SU2 est brisée dans l'interaction faible, ou bien me dire qu'à votre avis, le neutrino est identique à son antiparticule. C'est votre avis, je le respecte, mais bon, voilà. Un autre biais cognitif, alors c'est aussi un nom un peu pédant, je m'en excuse, c'est ce qu'on appelle l'ipsédixitisme. C'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable de ces mots. Alors ça vient du Moyen-Âge, c'est un dicton latin encore. Ipse dixit, c'est un dicton qu'on énonçait ça veut dire ipse lui-même. Le maître lui-même l'a dit. En l'occurrence, à l'époque, le maître, c'était Aristote. Donc Aristote l'a dit, donc c'est bon, l'affaire est classée, on ne va pas exercer notre esprit critique vis-à-vis des thèses qui sont défendues par Aristote, parce qu'Aristote a raison. Dans une version un peu dégradée, l'ipsédixitisme, c'est ce qu'on appelle l'effet gourou. C'est-à-dire quelqu'un sert de référence, et quoi qu'il dise, même si ce monsieur ou cette dame, ce monsieur, passe son temps à se contredire, on croit ce qu'il dit. Et dans une version encore plus dégradée, c'est « je l'ai lu quelque part, donc c'est vrai ». D'accord ? Et chacun peut choisir la personne qui, pour lui, fait autorité et dont il acceptera les préceptes sans exercer son esprit critique. Donc l'ipsédixitisme, en France, beaucoup plus qu'ailleurs, d'après ce que j'ai pu voir par des enquêtes, à cause du fait qu'en France, nous personnalisons la question scientifique, a été beaucoup plus fort qu'ailleurs, et je ne vais pas donner de nom. Enfin, source d'espoir,
on a vu se développer en temps réel un phénomène, un biais cognitif qui est bien connu des psychologues, qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, du nom des deux psychologues américains, Dunning et Kruger, qui l'ont étudié. Ce n'était pas une découverte, hein. Même Aristote parle de cet effet-là. Aristote, voilà, il y a de la censure au PRG. Ça, moi, j'ai encore 10 minutes après ma montre. On n'a pas le droit de dire de mal d'Aristote au PRG. Donc, Dunning et Kruger sont deux psychologues qui ont étudié dans les entreprises ce phénomène qui porte leur nom. Et ils ont été motivés en cela par la lecture d'un article de journal dans lequel était raconté un fait divers. Ce fait divers, c'était le fait qu'un jeune homme avait cru comprendre en lisant des livres qu'on devient invisible quand on s'enduit le visage avec du jus de citron. Enfin, invisible pour les caméras de surveillance. Et donc, il a eu une idée géniale, faire un hold-up après s'être enduit le visage de jus de citron. Évidemment, il a été repéré par les caméras de surveillance et il a été arrêté, condamné. Et les deux psychologues dont j'ai donné les noms, lisant cet article, se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut être aussi con? Voilà. Et ça les a amenés à mener une enquête qui a duré quelques années et qui a abouti à l'identification de ce qu'on appelle l'effet de Dunning-Kruger. C'est-à-dire que quand vous avez un nouveau problème, vous considérez qu'il ressemble à des problèmes que vous avez déjà réglés. Donc, vous êtes arrogant. Et en France, par exemple, ça s'est vu au début de la pandémie, des personnalités politiques écrivaient des tweets commençant par cette phrase « Je ne suis pas médecin, mais je… ». Donc ça veut dire « J'y connais rien. En médecine, je suis nul, mais je vais quand même délivrer une ordonnance. » En expliquant ce qu'il faut penser et faire à propos de tel ou tel médicament. Donc, compétence minimale, arrogance maximale. Et à mesure que le temps passe, on apprend des choses. On découvre que le problème est beaucoup plus compliqué que prévu. On gagne en compétence et on perd en arrogance. Donc l'effet de Dunning-Kruger, c'est une dynamique par laquelle, pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut devenir compétent. Et aujourd'hui, vous ne voyez plus de gens écrire des tweets « Je ne suis pas médecin, mais je… ». Tout le monde a compris que c'était compliqué. Tout le monde a perdu en arrogance, sauf ceux qui s'expriment dans des sites spécialement dessinés pour prêter main forte à l'arrogance, qui sont les sites complotistes. Donc l'effet de Dunning-Kruger fait que nous avons tous appris des choses sur ce qu'est un vaccin ARN messager, sur ce qu'est même une pandémie, un virus, etc. Et nous avons appris des choses au cours du temps, de sorte que même si ça a été mal géré, cette pandémie a été d'une certaine façon pédagogique. Le truc, c'est que ce serait bien que la pédagogie existe même quand il n'y a pas de pandémie. Voilà. Alors, comme les élections approchent, il y a quelques questions technologiques qui vont être sans doute au cœur de la campagne, le nucléaire et d'autres. Et ce que je vois, moi, c'est que la décorrélation entre la militance et la compétence dont j'ai parlé a pour effet que nous jugeons des technologies non pas à partir d'une connaissance objective de leur réalité matérielle, mais à partir de ce qu'un philosophe des sciences, des techniques plutôt, qui s'appelait Gilbert Simondon, appelait leur halo symbolique. On associe aux technologies un récit, plus ou moins positif, qui ne parle pas d'elle-même, mais simplement de ce qu'elle rayonne, et qui détermine les jugements que nous portons sur elle. Par exemple, quand le maire d'une grande ville a dit « avec la 5G, on pourra regarder des films pornographiques dans les cabines d'ascenseur », il distille un certain halo symbolique associé à la 5G. Si un autre dit avec la 5G, on pourra opérer des malades à distance, ben, il distille un autre halo symbolique. Et nous, citoyens, nous allons déterminer nos jugements à partir d'une mise en scène de ces différents halos symboliques que nous allons pondérer selon nos sensibilités, selon nos affects. On peut être antinucléaire sans être capable de dire pourquoi on met de l'uranium dans les centrales et pas du tungstène ou du tantal. On peut être pro-nucléaire sans être capable de dire pourquoi on met de l'uranium dans les centrales.
voyez, il y a quand même là une forme d'immaturité intellectuelle et politique qui mérite d'être interrogée. Et pour finir, et parce que j'ai juré de ne pas dépasser mon temps de parole, je voudrais parler du numérique et des jeunes. Voilà. Euh, Comme vous le savez, les jeunes gens, les jeunes filles sont beaucoup plus connectés que la moyenne. Voilà. Et la question que je voudrais vous poser est de savoir si cet état de fait pourrait avoir un effet sur le rapport à la vie publique, notamment sur leur comportement électoral, qui, comme vous le savez, est différent de celui de la population générale. Donc il est évident que le numérique charpente de plus en plus l'organisation de nos existences. Le numérique modifie notamment notre lecture de la réalité en faisant circuler dans les mêmes canaux de communication des éléments qui appartiennent à des registres différents. Dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances, des croyances, des informations, des opinions, des commentaires, des bobards, des fake news. Et immanquablement, les statuts respectifs de ces différents éléments se contaminent. Comment est-ce que vous pouvez distinguer une connaissance de la croyance d'une communauté particulière? Et quand on vous présente une croyance, est-ce que vous êtes capable de dire si ça n'est pas par hasard une connaissance qui aurait été injustement méprisée? Comment faire le tri? C'est quasiment impossible. Et le tri, il est fait par notre cerveau. Nos cerveaux n'ont pas du tout été éduqués à des flux d'informations aussi intenses. Notre cerveau n'aime pas être contredit. Hein, quand on est de gauche, on ne lit pas Libération, Le Figaro, pardon. Quoi bon, en même temps, hein. Bref, vous m'avez compris. Je fais toujours des lapsus le samedi matin, c'est pour ça que je ne parle pas le samedi matin. Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, on a tendance à déclarer vraies les informations qui nous plaisent. Voilà. Et ces technologies numériques qui ont toutes sortes de bienfaits, le télétravail, le fait d'être soigné à distance, le fait de pouvoir, quand il y a une pandémie, rester proche de ses proches sans risquer de les contaminer ou d'être soi-même infecté. Il y a toutes sortes d'avantages qui sont évidents, mais il y a aussi le fait que, grâce à ces technologies, l'individu contemporain change quasiment de statut. C'est-à-dire qu'en quelques clics, chacun d'entre nous peut construire ce que j'appellerais un chez-soi idéologique. C'est-à-dire un monde artificiel qui est en résonance avec lui-même. Une communauté numérique qui rassemble des gens qui sont d'accord avec lui, qui pensent comme lui, qui s'intéressent aux mêmes choses. Et le pire, si j'ose dire, c'est que des algorithmes d'intelligence artificielle sont parfaitement capables de déterminer quelles sont ces croyances, ces pensées qui fédèrent une communauté. Et les algorithmes vont proposer à cette communauté des articles, des vidéos, qui vont confirmer ce que la communauté pense déjà. Donc vont la raffermir dans ses convictions, sans jamais lui proposer de contradiction. Alors vous savez que la pensée, le fait de penser, c'est dire non à sa pensée. C'est voir si des arguments qui la contredisent peuvent être gérés par elle ou non. Autrement dit, une pensée qui n'est pas provoquée par ce qui la contredit relève de la croyance beaucoup plus que de la pensée. Et on voit bien que peuvent se constituer ainsi ce que Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, appelait des petites sociétés. Et Tocqueville, dans ce chapitre, explique que des petites sociétés, c'est beaucoup plus dangereux pour la démocratie que des salons mondains. Parce que dans un salon mondain, on argumente. Dans les petites sociétés, non. Et ces petites sociétés ne sont donc pas des lieux de réflexion ou de débat contradictoires, mais les chambres d'écho des pensées collectives de groupes particuliers. Et si je me permets de rappeler cette évolution qui est manifeste, c'est parce qu'à mon avis, mais je peux me tromper, elle n'a pas été suffisamment citée lors des dernières élections régionales, celle de juin dernier. Il y a eu une abstention record, 66,73%. Et les jeunes, notamment, ne se sont guère déplacés pour aller voter, encore moins que la moyenne. 82% de taux d'abstention pour les 18-35 ans. Et même la menace d'une victoire des candidats du Rassemblement national n'a pas provoqué chez les jeunes le moindre sursaut de mobilisation au second tour. Ce qui, pour quelqu'un de ma génération, est difficile à comprendre. Alors, il y en a beaucoup dans les analyses que j'ai pu lire qui ont parlé de crise civique,
de ras-le-bol, de fatigue démocratique, de dépit à l'égard du personnel politique, etc. D'autres ont expliqué que le vote serait devenu conjoncturel, ou bien que les électeurs auraient été soumis à une telle overdose d'injonctions durant les phases de confinement qu'ils auraient cherché à se libérer symboliquement en s'abstenant de se rendre aux urnes. Bon, moi, ça me semble un peu trop difficile à comprendre. Et la question que je vous pose, vous qui connaissez beaucoup mieux le terrain que moi, c'est est-ce qu'une part de l'explication ne tiendrait pas dans l'individualisation rampante de notre rapport à la collectivité? Certains, de plus en plus nombreux, se montrent désormais davantage prompts à militer pour leurs valeurs personnelles ou pour celles forcément sectorielles de leur groupe que pour les valeurs plus générales ou plus éloignées de leurs propres engagements. Car aux yeux de ceux qui sont pris dans les raies des strates numériques que je viens d'évoquer, il ne semble plus vraiment nécessaire qu'ils s'accordent par un contrat social, au sens de Jean-Jacques Rousseau, ni même sur les fondements de la coexistence commune, ni qu'ils s'approprient les valeurs et les idéaux qu'incarnent les institutions républicaines dès lors que d'autres valeurs, essentiellement celles qui régissent leur communauté numérique, peuvent leur sembler plus importantes et davantage dignes d'être défendues. Deuxième lapsus. Moi, tous les jeunes que je connais sont des militants, mais ils ne votent pas. C'est bizarre. Et donc je me demande si ne se met pas en place ainsi une sorte de primauté du soi connecté ou de la communauté virtuelle sur l'ordre politique institutionnel. Est-il raisonnable de croire que cette tendance touche davantage les jeunes dès lors qu'ils passent plus de temps devant les écrans que leurs aînés? Par l'effet d'une sorte de paradoxe, leur militance sectorielle se révélerait alors compatible avec leur démobilisation électorale massive. Je vous remercie pour votre attention.